Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour lancer la nouvelle semaine respiration du magazine Marie-Claire en partenariat avec WW. Nous vous parlerons de l'été qui arrive et de comment lâcher prise aussi bien physiquement que mentalement. Pour cela, nous vous proposerons une conférence, puis 3 ateliers bien-être, un atelier automassage du visage avec Fanny Perrault, un atelier autour des cuisines de saison avec la chef et ex-candidate de Top Chef 2021 Chloé Charles et enfin un cours de yoga avec Tiffaine Lamblin. Pour compléter cette semaine, vous pouvez d'ores et déjà retrouver en kiosque notre hors-série Marie-Claire Respiration. Et quant à moi, je vous retrouve tout de suite pour la conférence Bien dans son corps, comment lâcher prise avant l'été. Bonjour à toutes les trois, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui pour cette nouvelle conférence bien-être. On va être ensemble pour parler de l'été qui arrive et de comment lâcher prise, aussi bien physiquement que mentalement. On va profiter de vos expertises à chacune pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe dans le corps et dans la tête quand justement on garde trop le contrôle sur soi et sur tout ce qui nous entoure. On va évidemment aussi profiter de vos recommandations, vos analyses et vos conseils pour apprendre à optimiser notre bien-être pendant cette saison estivale et la vivre la plus sereinement possible. Je vais faire un rapide tour de table pour vous présenter. On aura certainement l'occasion de revenir plus en détail sur vos spécialités à chacune pendant nos discussions. Marianne Talleux, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable programme et nutrition chez WW. Tiffaine Lamblin, vous êtes professeure de yoga, mais aussi hypnothérapeute, énergéticienne et experte en déblocage émotionnel. Bonjour, merci d'être là. Et enfin, Axel Maillet, vous êtes docteur en pharmacie et en nutrithérapie préventive, spécialiste de la santé de l'intestin. Donc je vous remercie à toutes les trois d'être là aujourd'hui. Comme je le disais, on va parler de ce lâcher-prise qui, paradoxalement, on se dit que l'été, c'est les vacances, mais c'est pas si évident. Si on s'en tient juste à la question du physique, déjà, il y a cette épreuve du maillot de bain et ce corps qui se dévoile, qui se met à nu. On a parfois tendance à vouloir surcontrôler sa silhouette et être dans l'hypercontrôle à ce moment-là. Il n'y a pas de mal à vouloir rééquilibrer son alimentation ou à faire un peu plus de sport que d'habitude. Maintenant, le tout, c'est de le faire intelligemment, si je puis dire, et surtout sainement, sans frustrer son esprit et sa tête. Pour entrer dans le vif du sujet, j'aurais voulu commencer par le ventre, qui est au centre de notre corps et souvent aussi, c'est vrai, au centre de nos préoccupations pendant l'été. Quand on interroge les femmes, c'est souvent le premier complexe. Avant les fesses, les cuisses, c'est toujours le ventre qui revient. On a envie de se débarrasser de son petit ventre et c'est vrai que quand on cherche justement à affiner cette partie du corps, on peut aller lire à droite à gauche plein de conseils. Parfois, on nous dit que certains aliments sont miracles et en quelques semaines, en mangeant fréquemment, on va perdre son ventre. J'aurais déjà aimé revenir sur ça. Et je vais vous laisser la parole, Marianne. Si je ne dis pas de bêtises, il n'y a pas d'aliment miracle qui permet de perdre une zone localisée sur le corps. Mais en revanche, il y a des bonnes habitudes à mettre en place pendant l'été et au quotidien pour peut-être se sentir plus confortable déjà dans son ventre. Alors oui, il n'y a pas d'aliment miracle, il n'y a pas d'activité aussi miracle pour perdre sur une zone particulière pour le sport, du corps. Mais quand on parle de ventre, on parle aussi de digestion, de ballonnement. On peut se sentir aussi un peu ballonné. Ça touche beaucoup de personnes, et notamment les femmes. Donc on peut jouer aussi sur l'alimentation. Du coup, le meilleur conseil, c'est de consommer des fibres. Une alimentation riche en fibres, c'est bon pour favoriser un bon transit. Donc des fibres, en gros, ce sont des glucides non assimilables, donc qui sont comme à 0 calories pour l'organisme. Par contre, elles ont un rôle fonctionnel, mécanique, qui va permettre de faciliter la digestion. Et les fibres, on en trouve dans des aliments comme les fruits et légumes, les légumineuses, donc les lentilles, les pois chiches, les haricots rouges, etc. Et les féculents complets, les céréales complètes, comme le pain complet, les pâtes complètes, le riz complet. Donc déjà, intégrer ces aliments premier pas. Dans son alimentation, déjà, ça peut aider. Sachant que les études ont plutôt montré que les Français n'en consommaient pas assez. Il y a une étude de 2017 faite par l'ANSES qui montre qu'on est à plutôt 20 grammes de fibres par jour, qu'on consomme plutôt 20 grammes de fibres alors qu'on devrait être plutôt autour de 30. Donc on est plutôt en sous-consommation. Donc évidemment, privilégier les aliments que j'ai cités, ça peut être une bonne chose.
Après, on peut jouer aussi sur l'hydratation, donc le fait de boire de l'eau tout au long de la journée. Donc ça peut être évidemment de l'eau, mais on peut aussi aller varier avec le café, le thé, les tisanes, les soupes, le lait. Enfin voilà, tout ça, toutes ces boissons peuvent aider à bien rester hydraté pendant la journée. Les fruits et légumes aussi sont riches en eau. Surtout l'été, il y a plein de manières de... Oui, tout à fait. Ouais. Donc, évidemment, pour tout ce qui était café, quand on parle de caféine, on va un petit peu plus limiter et on va limiter le sucre qu'on peut mettre aussi dedans. Mais voilà, ce sont aussi des sources pour varier et pour rester hydraté. Donc, il y a l'alimentation, il y a l'hydratation, il y a aussi l'activité physique, notamment en cas de constipation. On voit que les personnes qui sont sédentaires, elles ont plutôt tendance à avoir des problèmes aussi de digestion. Donc, le fait de bouger, en fait, et chaque pas compte, dans ce cas-là, juste aller marcher, ça peut aider. Donc l'activité et quatrièmement le stress. Mais Axel, en tant qu'experte du microbiote, je pense en parlera. Mais évidemment, le stress est très lié aussi à ce qui se passe dans le tube digestif. On dit souvent que l'intestin est le deuxième cerveau. Ouais, on va y revenir. Donc, ouais. Mais donc les fibres, c'est vrai que si on en consomme davantage, déjà on a peut-être le ventre un peu moins gonflé, on peut jouer sur cet aspect ventre gonflé en consommant plus de fibres. Il y a la question des crudités, moi, que j'entends souvent dire, et justement en été c'est la pleine saison des crudités, voilà, manger trop de crudités, ça peut aussi faire gonfler le ventre finalement. Alors oui, c'est des aliments zéro calorie, mais peut-être que sur la silhouette, si ça fait gonfler le ventre, c'est pas ce qu'on veut non plus. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Alors, globalement, les fibres, quand on n'a pas l'habitude d'en consommer, et donc c'est pareil pour les crudités, c'est vrai que quand on n'en consomme pas du tout et qu'on passe tout d'un coup, qu'on commence à en consommer beaucoup, ça peut chambouler aussi le tube digestif. Donc l'idée, c'est de l'intégrer petit à petit, progressivement, si on n'a pas l'habitude, et surtout de s'écouter. Potentiellement, il y a des personnes qui vont pas pas très bien digérer le concombre ou le melon. Dans ce cas-là, c'est aussi à chacun de s'écouter et de voir ce qui se passe après en avoir consommé et d'adapter sa consommation. On peut vivre sans manger de concombre, on trouvera d'autres légumes, d'autres crudités pour varier son alimentation. Et juste pour revenir à l'activité physique, vous en avez parlé. Pareil, il n'y a pas forcément d'activité pour cibler principalement le ventre. Maintenant, c'est vrai qu'on voit souvent des challenges abdos ou ce genre de choses. Est-ce que ça sert à quelque chose de se tuer aux abdos 2 mois avant l'été pour avoir un ventre plus fin ou plus plat? Alors, comme je le disais, du coup, il n'y a pas... quand on va perdre du poids, on va perdre partout, en fait. On ne va pas cibler une zone du corps, on ne pourra pas cibler le ventre. Après, on peut, en effet, privilégier des activités, des abdos, etc. Mais ça va plus être pour dessiner les muscles que vraiment perdre du ventre. Ce qu'il est important de rappeler aussi, c'est qu'en fait, on n'est pas tous faits pour avoir un ventre plat. On a l'impression que c'est un petit peu la norme, qu'on devrait tous avoir un ventre plat, mais finalement, non, c'est pas grave d'avoir du ventre, en fait. Oui, c'est ça, chacun sa morpho aussi. Ouais. Donc, on l'a un peu déjà dit, le ventre, c'est pas qu'une question de physique, il y a aussi plein de choses qui se passe à l'intérieur du ventre. Il y a aussi pas mal de tensions qui s'y nichent. Et là, on a plein de spécialistes sur le sujet. Donc, vous l'avez dit, Marianne, c'est le deuxième cerveau. On entend souvent parler de cette expression. C'est le centre de nos émotions. Donc, l'idée, c'est de se dire aussi qu'avant, peut-être, de vouloir le remodeler à tout prix, avant l'été, justement, il faut apprendre à l'écouter. Tiffaine, je sais que dans vos nombreuses pratiques, le ventre, c'est aussi une zone clé. Et vous travaillez souvent dessus. Si vous voulez nous en dire un petit mot. C'est même, je pourrais dire, la zone clé, vraiment, c'est exactement ça, c'est le deuxième cerveau. Et dans toutes mes pratiques, notamment en cabinet, j'ai toujours un moment, et surtout au début, où je place ma main sur la tête de la personne, du patient, et sur son ventre également, et je reste un moment ici. Et là, on l'entend gargouiller, il discute, il est trop content qu'on l'écoute. Et en fait, ça permet de faire la connexion entre le mental et le corps, parce que souvent, les gens se coupent, notamment les personnes qui sont complexées, les personnes qui n'ont pas envie de ressentir qu'elles ne vont pas forcément bien, qui vont aller travailler, s'acharner alors que le burn-out arrive. Et là, quand on refait la connexion à ce niveau-là, tout de suite, le corps est super content, tout se remet en lien et là, ils ressentent des sensations qu'ils avaient perdues depuis longtemps. Donc, c'est très, très important. Donc, c'est un geste assez simple au final, mais déjà juste ça... Exactement, et on peut le faire soi-même, notamment en méditation ou dans son lit. On peut le faire de temps en temps quand on sent qu'il y a une petite coupure. Et je rebondis sur le fait que vous disiez...
qu'il ne faut pas forcément chercher à remodeler déjà son corps, mais alors en plus le ventre. Parce que c'est vrai qu'on a tous nos organes, on a une multitude d'organes à ce niveau-là, les organes digestifs, et il leur faut de la place en fait. C'est vrai que ça fait des mètres et des mètres. Ça fait et ça, des ça, mètres me, et ça des me surprend mètres. toujours. C'est Ouais. différent chez c'est chacun. Enroulé, mais... Oui, complètement. Et du coup, il faut apprendre petit à petit. Bon, là, je sens que ça vient de plus en plus, notamment grâce à Marie-Claire qui vraiment est dans le body positive, et on sent que du coup ça se démocratise bien, mais c'est vrai que les gens ont cette tendance à vouloir avoir un corps parfait, le ventre parfait. On a des astuces notamment en yoga pour un petit peu mincir peut-être ou muscler le ventre, notamment la respiration vacuum où on va rentrer le ventre le stomac complètement. vacuum, ouais. Exactement. Avec les transverses, si j'ai pas de Oui, bêtises. mais on n'a pas besoin d'aller jusque-là. Ouais. Là, c'est un petit peu avancé. Ouais. Juste de rentrer le nombril, de l'amener vers la colonne. Alors, comme je dis lors des cours, hein, vous n'essayez pas de toucher la colonne avec votre nombril, ça ne marchera pas. Mais vous pouvez simplement l'amener au plus près. Et ensuite, on va essayer de respirer par le nez sur 5 respirations, tout en gardant le ventre rentré. Ou alors, on peut choisir de ne plus respirer pendant 3 à 5 secondes, d'attendre comme ceci, et de faire ça 5 minutes, voilà, en ce moment, par jour. Il y a ça, ou alors il y a les torsions en yoga aussi, tout ce qui fait on part en torsion, et c'est comme si on faisait, comme si on essorait, on essorait nos organes, et donc ça leur permet de retrouver de la vitalité, ça permet de réactiver la digestion, et ça aussi, du coup, ça aide, hein, comme vous disiez. Oui, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas que des postures même de yoga pour affiner son ventre, il y a aussi, vous me le disiez, ça active autre chose. Donc là, ça fait du bien à la digestion, par exemple. Exactement. Ouais. Et du coup, vu que c'est le deuxième cerveau, c'est vrai que plus on lui fait du bien, on en prend soin, plus on est bienveillant aussi. Parce que c'est vrai que j'imagine toujours qu'on a... Ah oui, j'aime bien cette image. En fait, c'est vraiment... Alors, comme toutes les femmes, j'imagine, j'ai eu beaucoup de mal avec mon corps avant de rentrer dans le yoga, et j'ai appris à l'apprécier, à le toucher, à le regarder, à le masser, à lui parler. Je m'appelle aussi ça va aller ma puce, je me dis ça, je me parle vraiment Moi aussi, gentiment. Je fais ça. Parce qu'avant vous étiez sur un quotidien hyper effréné, c'est ça ? Hyper effrénée, animatrice à la radio pendant très longtemps. Donc vraiment rien à voir, et j'ai vite compris que le yoga c'était vraiment très sympa. Parce que salvateur presque quand même. La jour et la nuit. Et en fait j'ai eu cette image qui m'est venue de petits bonhommes que j'avais dans le corps, plein de petits bonhommes qui étaient comme ça en train de faire du rameur pour essayer de le faire fonctionner, marcher, digérer, et qui donnent tout en fait, parce que c'est la conséquence, on est un petit peu aussi la conséquence de nos gènes, de ce qu'on mange, du sport, de notre activité de tous les jours, et du coup je me disais mais eux ils donnent tout ce qu'ils peuvent, et moi je suis là en train de leur dire vous êtes nuls, et du coup je me dis je les imagine regarder. On reconnaît pas le travail, on reconnaît pas le travail, et là ça nous amène tout de suite à un petit peu plus de bienveillance envers soi-même. La question du microbiote, donc c'est votre spécialité, Axel. C'est vrai qu'on entend beaucoup le microbiote intestinal, c'est presque quelque chose qu'on a l'impression qui est tendance, mais c'est quelque chose de vrai, ça existe, il se passe des choses. Est-ce que vous pourriez déjà nous redéfinir un peu ce que c'est et nous en parler ? Oui, tout à fait. Alors, le microbiote intestinal, c'est très simple. Ça s'appelait auparavant la flore intestinale. Maintenant, on parle aujourd'hui de microbiote intestinal. Mais c'est l'ensemble des bactéries qui sont bénéfiques, et il n'y a pas que des bactéries, qui sont bénéfiques pour la santé. C'est-à-dire bénéfiques pour la santé, c'est-à-dire qu'elles ont vraiment un rôle dans... on parle de stress, de bien-être, de lâcher prise. Elles ont un rôle déjà dans l'assimilation des vitamines et des minéraux qui sont issus de l'alimentation. Elles ont un rôle dans l'immunité, et elles ont un rôle effectivement aussi dans la gestion du stress, dans les compulsions et tous les phénomènes en fait que l'on peut connaître aujourd'hui de par l'environnement et ce dont on subit avec tout ce qui est toxique, etc., qui sont les maux de ventre, qui sont le ventre qui gonfle, les diarrhées, les constipations, les aigreurs, la somnolence juste après un repas, en fait. Tout le système digestif est impliqué, mais surtout les bactéries de l'intestin. Parce que c'est vrai qu'on le disait, on a tendance parfois à s'habituer. On a toutes parfois un peu mal au ventre, et en fait on vit avec et on cherche pas vraiment à comprendre. Mais en fait c'est pas normal d'avoir mal au ventre tout le temps. Non, c'est pas normal du tout, et c'est surtout quand c'est récurrent. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se répète parce que ce microbiote intestinal, c'est un écosystème, en fait, où il y a effectivement toutes ces bactéries qui sont bonnes pour la santé, qui produisent des substances. Ces substances, en fait, communiquent avec notre cerveau.
donc envoie des messages. On a un système nerveux entérique en fait qui communique directement avec le nerf vague et qui en fait influe complètement aussi sur la sécrétion des hormones du plaisir, des hormones du bien-être, des hormones du sommeil, des hormones du tonus, on parle de vitalité aussi, mais elle s'alimente aussi de nos aliments. Donc pour reprendre en fait toute la discussion du démarrage, c'est extrêmement important d'apporter les bons nutriments, les bons aliments, pour effectivement que le système fonctionne correctement. Alors à côté de ça, effectivement, quand on s'alimente mal, c'est-à-dire trop gras, trop sucré, trop salé, en fait, on a des bactéries qu'on appelle pathogènes qui prennent le dessus. Sur les bonnes bactéries, disons, voilà, pour schématiser. Exactement. Et qui produisent des substances qui sont des gaz, donc on peut avoir des flatulences, qui interviennent et communiquent justement avec notre système nerveux entérique, donc spasme. Donc je suis pas bien, je me sens pas bien, je suis fatiguée, je suis dépressive. Donc ça, c'est difficile à rétablir. Mais on peut y arriver par l'alimentation, tout à fait, en rétablissant justement une alimentation qui est beaucoup plus équilibrée, avec des nutriments qui sont spécifiques, qui sont les amidons résistants, les polyphénols, notamment les fibres dont on a parlé, qui sont extrêmement importantes à plusieurs points de vue, et qui permettent justement non seulement de réguler la glycémie, le microbiote et les bactéries de l'intestin ont un rôle aussi dans l'assimilation des graisses également, mais aussi dans la sécrétion. On parle souvent de sérotonine, donc de l'hormone du bien-être qui est la sérotonine. Et après, c'est au cas par cas ou il y a des règles générales? Enfin, c'est chacun. Quand on dit les bons nutriments, les bonnes vitamines, c'est selon chaque personne, j'imagine? Alors, il y a des règles générales, c'est-à-dire les bons aliments, les bons nutriments pour tout le monde, qui vont développer en fait la flore santé. D'accord ? Sauf que cette flore santé, elle ne va pas se développer comme ça, surtout si elle est en compagnie de bactéries pathogènes ou de champignons qui sont aussi issus de l'alimentation, qui sont implantés parce que l'immunité de l'intestin, il existe une immunité dans l'intestin qui est extrêmement importante, qui est en fait plus de 85% de l'immunité générale. Tout commence à se passer dans l'intestin et qui laisse en fait s'implanter ces bactéries pathogènes. Donc pour éviter ça, en fait, il y a, je dirais, on va dire 5 ingrédients. On parle d'ingrédients, je parle en tout cas d'ingrédients là, qui sont importants, qui sont en fait les amidons résistants. Donc les amidons résistants, c'est les pommes de terre refroidies, ce sont les pois chiches, ce sont les lentilles. Qui ont un rôle. On a les fibres qui sont extrêmement importantes à tout point de vue, qui ont un rôle sur la régulation de la glycémie également. Les bêta-glucanes qui sont en fait dans le millet, dans l'avoine, dans le sarrasin. On a les polyphénols, donc c'est tout ce qui est coloré. Donc là, ils ont un autre rôle anti-inflammatoire. Donc quand on a le ventre qui gonfle et qu'on a mal au ventre, il y a un système inflammatoire qui se met en route. Donc ils vont réguler l'inflammation de l'intestin. Et j'en oubliais un autre qui sont les fructanes. Voilà, donc les fructanes, ce sont tous ces oligosaccharides, parce qu'on parle de sucre en fait, malgré tout, qui sont présents dans tout ce qui est en fait betterave par exemple, dans les pommes, dans les échalotes, les oignons, les asperges, on en a en ce moment, voilà, les poireaux. Et on entend aussi beaucoup parler de pré- et probiotiques. Vous pouvez nous dire ce que c'est? Oui. Alors justement, les prébiotiques, c'est ce qu'on donne à manger à nos bactéries. Ok. Donc les prébiotiques sont les aliments. Qui vont permettre de développer cette bonne flore santé. Donc, si on a des bons prébiotiques, des bons fructanes, polyphénols, fibres, etc., les bonnes bactéries se développent. Si on en a des mauvais, donc de l'alimentation qui est une alimentation, j'ai envie de dire, transformée aujourd'hui, qui est riche en sucre rapide, caché. Souvent, il y a du caramel dans les conservateurs, des choses comme ça. Très grasse, avec du mauvais gras. On n'a pas abordé le gras, mais l'importance du bon gras est là aussi. Donc, effectivement, les prébiotiques sont très importants parce que si on a de mauvais prébiotiques, on favorise une flore pathogène, ce que moi j'appelle la flore pathogène. Et cette flore pathogène crée des gaz, crée une inflammation.
Du coup, on a un intestin passoire parce que les cellules s'écartent de l'intestin et ne jouent plus leur rôle de barrière par rapport aux pathogènes et l'assimilation des vitamines et des minéraux. Voilà. Okay. Donc, glycémie qui augmente, le foie qui se charge. Et c'est là où, en fait, je trouve que c'est très intéressant de travailler avec des thérapies et du yoga et des choses comme ça parce que ça permet, en fait, de réguler, d'avoir une approche holistique et de réguler tous ces symptômes qui sont originaires, en fait, de l'intestin. Et juste une dernière chose sur le microbiome, on a tous le nôtre, je trouve que c'est intéressant aussi. Alors, on a le nôtre, c'est une, en fait... c'est comme notre ADN. Voilà. Le microbiome, en fait, c'est l'ensemble de l'ADN ou de l'ARN des bactéries qui sont présentes dans l'intestin. Et il nous est propre parce qu'en fait, il se développe de la naissance. Déjà, la voie de naissance est importante pour le microbiote futur. Et ensuite, pendant les 1000 premiers jours de la vie, les 3 premières années de vie, c'est là, en fait, en contact avec l'environnement, en contact avec ce que l'on mange, que l'on va former et développer notre microbiote. Donc, c'est complètement individualisé. On pourrait avoir en fait une empreinte digitale microbiotique, j'ai envie de dire, c'est-à-dire on peut nous reconnaître avec notre microbiote intestinal si on commence à travailler, comme on travaille sur les empreintes digitales, on peut travailler de la même façon sur le microbiote. Ah oui, c'est intéressant. Sur les probiotiques, puisqu'on a... On a parlé des prébiotiques, mais les probiotiques, ce sont les bactéries elles-mêmes. Donc ce sont des bactéries santé qu'on donne à une certaine dose et concentration, avec certaines espèces, parce que chaque espèce de bactérie a un rôle à jouer dans l'organisme, en fait, et dans le microbiote. Et elles communiquent entre elles. Donc c'est toujours important, quand on assimile des probiotiques, qu'on voit dans le commerce, en fait, d'avoir plusieurs probiotiques dans une même souche. Prendre une souche seule, ça ne sert pas à grand-chose. Et ensuite, il faut effectivement... Alors, c'est important parce que ça permet de modifier déjà l'environnement quand l'environnement ne va pas bien, pour favoriser le développement de la flore santé et étouffer un petit peu les bactéries qui ne sont pas bonnes. Ensuite, il ne faut pas aller en dessous de 10 milliards. Voilà, sur les boîtes... 10 milliards, ça semble énorme. Ça semble 10 milliards. Et ça ne peut pas fonctionner sans l'alimentation, donc le prébiotique. Ce sont effectivement tous les nutriments qui sont apportés par l'alimentation. Et on peut dire combien de temps ça prend pour remettre sa flore intestinale en ordre, ou il n'y a pas de... Alors, c'est complètement individualisé aussi, personnalisé, parce que ça dépend du désordre et du déséquilibre qu'il y a. S'il y a un faible déséquilibre, il n'y a pas de perméabilité intestinale, c'est simplement un déséquilibre, on va dire, dans les souches, où augmenter la richesse et la diversité, qui est très importante aussi. Là, on peut, en 3 semaines, en 10 jours, un microbiote se reformate. Donc, en 3 semaine, ça peut être fait. Et puis, sur les personnes qui ont des pathologies plus lourdes, des maladies inflammatoires, là, il faut 1 an et demi, facilement, de travail. Ok. Du coup, il y a l'alimentation qui nous permet d'avoir un impact sur ce microbiote. On l'a dit aussi, le stress joue beaucoup. Donc, il faut aussi agir sur ce stress. Donc, ça va être mes prochaines questions. Comment se créer justement un sas de décompression avant l'été pour se sentir bien dans ses baskets sur la plage et en vacances? Comment profiter de l'été sans se mettre la pression? On a beaucoup parlé du sport déjà, mais j'aimerais qu'on y revienne, et notamment sur le yoga avec vous, Tiffaine. L'arrivée de l'été, c'est vrai que c'est propice au sport, et on est dans un good mood, on a envie de s'y mettre, et notamment en extérieur quand il fait beau. Et c'est vrai que le yoga, on en entend beaucoup parler. En quoi le yoga, en fait, peut nous aider à lâcher prise? Et quels sont les bienfaits au quotidien, et notamment à l'approche de l'été? Alors, le yoga, pourquoi est-ce que ça aide à lâcher prise? Tout simplement parce qu'en fait, quand on est en yoga, on est toujours en contraction des muscles, on est souvent en équilibre, on est dans des postures qui ne sont pas forcément faciles à tenir, qui sont très challenging. Et en fait, c'est ça qui aide à perdre le contrôle de son conscient pour que l'inconscient puisse, parce que l'inconscient, c'est 80% du temps, lui prendre un peu plus de place, et que du coup, tout ce qui se passe, on appelle cette partie-là du cerveau le monkey mind, l'esprit sauvage. C'est toujours blablabla, t'es pas assez bien, t'es pas comme l'autre, nanana. Ça cogite tout le temps, alors que
derrière ici, c'est vraiment très calme. Et en fait, le yoga va permettre d'apaiser un petit peu cette partie-là. On peut aussi parfois un gymage en disant c'est comme une salle, un séjour où tout est très désordonné et puis on va essayer avec le yoga, avec la respiration, de doucement remettre les choses à leur place, de remettre les livres sur l'étagère, de faire un petit coup de balayette, un petit ménage de printemps. Et donc voilà, on crée de l'espace avec le yoga. En fait, on crée de l'espace, on ouvre le cœur, on ouvre les hanches, on crée de l'espace pour enlever toutes ces pensées, pour qu'il y ait de l'espace sans rien, pour pouvoir justement avoir des temps beaucoup plus calmes. Et dans le yoga, on a bien sûr la méditation, mais c'est un petit peu plus dur. Les gens me disent, mais je n'arrive pas à la méditation, c'est compliqué, j'arrive pas à tenir. Et je dis, mais la méditation, c'est pas seulement se mettre comme ça en Bouddha, c'est vraiment juste de prendre conscience de sa respiration, d'aller jardiner, de faire la cuisine, de faire quelque chose, de la poterie, quelque chose qui nous anime et où vraiment on perd un peu le contrôle de ses pensées, où on est vraiment dans le moment présent en fait. Et du coup, c'est totalement méditatif, à savoir aussi qu'il faut vraiment apprendre à lâcher prise sur cette idée aussi du yoga, de la posture parfaite, du corps parfait. C'est vrai que c'est entouré de plein de clichés, le yoga. C'est entouré de plein de clichés. On est toutes végétariennes, on a toute une vie parfaite, alors qu'on a toutes les mêmes problèmes. Peut-être qu'on les prend avec le yoga un tout petit peu plus sereinement, ça nous aide, mais on a quand même les mêmes problèmes, on est humain, les corps sont tous différents, et surtout on est toutes rentrées aussi dans le yoga parce qu'on vivait un moment difficile dans notre vie, et donc du coup on a voulu trouver un échappatoire, on rentre dans ce yoga et on apprend à lâcher prise petit à petit, ce fameux mot de lâcher prise, qui est très prisé, très dur à atteindre. Ça, c'est le Graal. C'est le Graal, hein, c'est l'élévation. Mais oui, c'est juste accepter d'être un petit peu... Enfin, c'est toujours cette histoire de bienveillance. Et puis aussi, comme on reste un peu sur le yoga, il y a beaucoup de types de yoga. C'est-à-dire que souvent, quand je dis aux gens, c'est très important de le savoir. Parce que souvent, j'ai tellement de personnes, notamment quand je renseigne en salle de sport, parce qu'en studio de yoga, ils connaissent bien le yoga. Mais en salle de sport, ils ne connaissent pas bien. Et je leur dis, allez, venez, sortez de vos machines, venez avec moi et tout. Oh non, le yoga, namasté. Je fais, mais vous vous rendez même pas compte comme on sue dans mes cours. C'est tellement dynamique, ça ne s'arrête pas. Et en fait, il y a un type de yoga pour tout le monde. Certaines personnes aiment des yogas restauratifs, doux. D'autres, le yin, on reste longtemps dans les postures. Ça paraît doux, mais c'est très, très, très compliqué de rester dans ces postures parce qu'on peut avoir un moment, enfin, ça travaille beaucoup dans la tête. On peut avoir un moment où on a un petit peu une crampe. Il faut essayer de rester dedans. Il y a des yogas que les hommes adorent, qui est le power yoga, il y a l'ashtanga, il y a le bikram, il y a tellement de types de yoga. Le fly yoga, j'adore. Le fly yoga, le yoga j'adore, j'en pratique pas, mais j'aime l'idée. C'est génial. Alors, c'est le meilleur. Niveau lâcher prise, et à la fin, le shavasana, la posture finale, on se met en mode papillon, plutôt chenille d'ailleurs, dedans. Et vraiment, là, on est dans du lâcher prise. Et avant l'été, justement, ou pour l'été, parce que les gens ne savent pas forcément quel yoga pratiquer, il y en a tellement. Je conseille toujours les yogas les plus traditionnels, notamment le Hatha Yoga qui vient directement d'Inde où on reste un petit moment dans les postures, mais c'est bien intense quand même. Ou le Vinyasa qui est plutôt une chorégraphie, on fait beaucoup de salutations au soleil. Ou un Hatha Vinyasa, un mélange des deux. Voilà. Ça, ce sont des bonnes portes d'entrée dans le yoga. Oui, exactement. J'aimais bien aussi l'idée, enfin on en avait parlé, que le yoga, c'était pas qu'une question de silhouette. Ça, on l'a dit, on a souvent l'image de la prof de yoga toute mince qui mange des graines, bon bref. Mais vous disiez, quand ça vient d'Inde, effectivement, il y a Bouddha qui reste juste en fait en tailleur, si je dis pas de bêtises, en lotus. Il est en lotus. Il est en lotus. En fait, Bouddha n'a jamais pris, selon la légende et tout, n'a jamais pris d'autres postures que celle du lotus. Et beaucoup de sages en Inde et de yogis pour les hommes, yogini pour les femmes, beaucoup de yogis et yoginis sont en méditation, ou peut-être qu'ils vont prendre une posture de l'enfant ou un chien tête en bas et ça leur suffira, ça fera du bien. Il y a déjà énormément de bénéfices dans une seule posture. Mais justement, on a un petit peu cette idée faussée à cause des réseaux sociaux notamment, où on enlève un petit peu le véritable but du yoga. Voilà, son origine qui vient d'Inde. Donc moi, c'est vrai que j'ai été faire un training, notamment un de mes trainings en Inde, parce qu'il fallait que je comprenne, que j'arrive sur les terres spirituelles. Vous êtes restée longtemps. Ouais, je suis restée longtemps. C'était tellement génial. En fait, quand on est pris comme ça et on se dit waouh, qu'est-ce qui se passe, et donc absolument passionnant. Et là-bas, on nous apprend vraiment
à sortir de son corps un petit peu, parce qu'on apprend que le corps, c'est vraiment juste une enveloppe corporelle, que c'est simplement là pour nous aider à marcher, à vivre, à sociabiliser, à être des humains. C'est pas ce qui compte, quoi. Mais c'est l'âme qui compte. C'est vraiment l'âme, et on se regarde dans les yeux, et notamment là-bas, sans parler la langue, hein. L'indien, on regarde dans les yeux, et ça se passe comme ça, la communication, on regarde directement l'âme, et c'est ça qui est important, de décomplexer un petit peu sur cette enveloppe corporelle, sur le yoga. Bien sûr, il y a des gens qui vont au yoga pour se regarder dans la glace, pour faire des jolies postures, pour arriver à toucher. Et bien sûr aussi que ça muscle et que ça gaine. Et il y a quand même un bénéfice silhouette, c'est sûr. Tous les muscles profonds. C'est pas le but premier, quoi. Ah non, attention, mes fesses, elles sont très très musclées, hein. Non, c'est vraiment efficace. Ouais. Mais c'est pas le but premier. La base du yoga, c'est vraiment juste arriver à lâcher prise et à s'accepter un tout petit peu plus à chaque fois. On disait aussi que, alors là, c'est vrai qu'on parle de avant l'été, donc c'est vrai que peut-être qu'on va s'y mettre à fond, mais la clé quand même des bénéfices durables, alors encore une fois, pas forcément que silhouette, mais pour se sentir bien, c'est la régularité. La régularité, merci Amandine, c'est vraiment ça, mais parce que les gens, ils ont du mal avec cette régularité. Et c'est comme, pour vous les filles dans vos métiers, c'est exactement ça. En fait, les gens vont se mettre, mais comme quand on s'inscrit à la salle de sport, ils vont y aller à fond pendant un mois, et après on ne les voit plus. Et du coup, ça ne sert à rien d'aller faire 3-4 cours par jour, ou de faire 2 heures de yoga à la suite et de se dire ok, c'est bon, après on a des courbatures pendant 2 semaines et de plus en faire. Non, le yoga, c'est pas non plus que des postures, et c'est pas de faire 2 heures. Simplement, si vous arrivez à faire 5 minutes par jour, par exemple 2-3 salutations au soleil qui se trouvent facilement sur les réseaux sociaux ou sur le cours qui est en ligne sur marieclaire.fr, ou simplement des moments où on est assis et on fait ses respirations, ça c'est du yoga. Il suffit simplement, pour le lâcher prise comme pour avoir un corps galbé, de régularité. Il ne faut pas beaucoup de temps, mais c'est la régularité. Je crois que c'est mon mot préféré. Et il y a aussi le mot, les respirations. Nous, ça s'appelle comme ça. Notre semaine sont les respirations Marie-Claire, et ça rejoint aussi ça. Si on respire juste aussi de la bonne manière, quelques minutes par jour, c'est important. C'est ce qui va oxygéner notre cerveau. Exactement. Ouais. Et c'est aussi le principe numéro 1 du yoga lors des cours, c'est d'apprendre à fermer les yeux, à se concentrer sur sa respiration, à essayer de se focaliser sur les va-et-vient avec différentes respirations, certaines qui énergisent, certaines qui détoxent, certaines qui calment. Et même quand on est très stressé, je dis toujours de pratiquer la respiration abdominale, parce que justement, on va être comme ceci, on va gonfler au maximum, dégonfler encore plus longtemps, ce qui permet vraiment d'apaiser l'esprit. Et en plus, c'est vrai que ça aide. Pourquoi pas en plus au niveau du ventre. Ouais. Comme ça intéresse apparemment. C'est ça de prix, disons. C'est un bonus. Oui, voilà, c'est un bonus. Sur le sport en général, Marianne, chez WW, c'est aussi un aspect important de faire du sport régulièrement. Là, on a parlé du yoga très spécifiquement, mais sur l'activité physique de façon générale, qu'est-ce qu'on peut en dire et quelles sont les vertus de faire du sport au quotidien? Il y en a plein, j'imagine, c'est pas... Oui, il y en a plein. Alors moi, c'est sûr que j'adore le yoga. Je suis absolument convaincue de l'importance et du lien entre le corps et l'esprit et de tout ce que ça apporte. Et je vous rejoins sur la régularité. C'est clair qu'il faut... en fait, on voit les bienfaits pour en faire, on voit vraiment les bienfaits sur le long terme, en fait. Si on y va une fois comme ça, il va rien se passer. C'est vraiment tout un cheminement. Oui, c'est ça. Je vous coupe, pardon, mais c'est vrai que le yoga, on essaie une fois, on se dit c'est pas pour moi. Est-ce qu'on conseille de retenter et de multiplier les pratiques? Alors, j'ai détesté le yoga les premières fois où j'ai fait du yoga. J'avais essayé 2 fois. Et j'étais sortie du cours. Alors, c'est absolument mal poli et ça ne me ressemble pas. Mais tellement c'était dur, je n'y arrivais pas. Je ne comprenais pas le but, je ne comprenais pas. Et plusieurs années après, je me suis dit, je vais me mettre au yoga. Et j'ai été une révélation. Et depuis, complètement addict. Ouais. Désolée, j'ai coupé Marianne. Ouais. Oui, non, il n'y a pas de problème. Tout ça pour dire qu'en effet, il y a des personnes pour qui ça ne va pas parler. Mais du coup, ce qui est génial, c'est qu'il y a beaucoup d'autres activités possibles. Et quand on parle d'activité physique, selon l'OMS, l'activité physique, c'est pas forcément faire du sport, aller dans une salle ou un studio ou autre. C'est tous les mouvements, en fait, que l'on fait pour se déplacer au quotidien. Donc, ça peut être aller chercher son pain à vélo, promener son chien. Promener son chien. C'est vraiment très, très large.
Donc, on n'a pas besoin de s'auto-flageller, se dire il faut que je fasse 1 heure de sport par jour, etc. C'est vraiment, ça peut s'intégrer au quotidien. Et nous, ce qu'on dit chez WW, parce que comme vous le disiez, en tant que programme de coaching, on a beaucoup parlé de nutrition, donc on a cette approche évidemment par rapport à l'alimentation, mais également sur l'activité physique et aussi tout ce qui est mindset, état d'esprit, enfin bien-être psychologique, parce qu'on a parlé du stress, on sait que tout ça c'est lié. Il y a vraiment... On a besoin d'avoir cette approche holistique, cette approche complète de l'individu et de manière très personnalisée. Donc on prend aussi en compte le sommeil, enfin bon, voilà, c'est très large. Et sur l'activité physique, nous ce qu'on va conseiller, c'est de trouver l'activité qui vous plaît vraiment en fait, en tant que personne et qui va s'intégrer à votre quotidien. Et donc ça peut être aller à la piscine, ça peut être faire du vélo, aller courir, enfin voilà, c'est super large. Et c'est ça qui est important. C'est si l'activité ne nous plaît pas, c'est sûr qu'on va arrêter, on va perdre la motivation et c'est quand même pas ce qu'on veut. On veut au contraire prendre des habitudes sur le long terme. On va être régulier. Et du coup, on se dit qu'on peut profiter de l'été. Alors on a généralement un peu plus de temps pour tester peut-être plusieurs activités. Après, c'est vrai que l'été, parfois les salles de sport sont fermées ou alors il fait très chaud. Mais en tout cas, peut-être aller s'amuser avec des nouvelles activités et sortir de sa zone de confort, c'est aussi une façon de complètement, lâcher prise. C'est une bonne idée, en effet, de saisir l'opportunité de l'été, peut-être des vacances, où on a un peu plus de temps, pour, pourquoi pas, aller commencer une nouvelle activité, découvrir une nouvelle activité, et sortir de sa zone de confort. Et ça rejoint un petit peu ce que vous disiez, de pas être forcément dans les pensées négatives, de dire je vais pas y arriver, je vais être nulle, de se dire ok, c'est ça le lâcher prise aussi, c'est de se défaire de ses peurs et du regard des autres et de se dire ok, en fait je vais juste aller m'amuser, je vais juste prendre du temps pour moi, et le fait de se faire plaisir en prenant soin de soi en fait. Et c'est ça qui est important. Et en effet, quand on est en vacances quelque part, on peut commencer une nouvelle activité nautique, il y a plein de possibilités et ça peut être très sympa et très amusant et en même temps très utile pour sa santé. Ouais. Ça me fait passer sur ce mot-clé aussi qui est déculpabiliser. C'est vrai que c'est lié à ce qu'on vient de se dire, en fait, lâcher prise, ne pas regarder, ne pas me demander ce que pensent les autres et aussi être un peu plus tendre avec moi-même. Justement, si j'aime pas le cours de yoga et que toutes mes copines aiment le cours de yoga, bon, pas besoin de culpabiliser, c'est juste pas fait pour moi ou alors peut-être que ça sera fait pour moi à un autre moment ou d'une autre manière. Et la question de la culpabilité, je vais encore la ramener à l'alimentation, mais c'est vrai que l'été, il y a aussi les beaux jours, les invitations à aller prendre l'apéro ou faire un barbecue chez les uns, chez les autres, manger au restaurant. Et quand on est quand on regarde un peu sa silhouette de près, qu'on est un peu dans le contrôle, ça peut être source aussi de stress, de se dire comment je vais gérer, qu'est-ce que je vais devoir manger ou pas manger. Qu'est-ce que vous conseillez, Marianne, quand on est invité chez des amis, quand on va au restaurant et qu'on n'a pas la main sur le menu qu'on va déguster? Déjà, ce terme de déculpabiliser, ça me rend toujours un peu perplexe parce que je trouve que rien de dire qu'il faut arrêter de déculpabiliser, je trouve ça hyper culpabilisant. Mais déjà, la culpabilisation, c'est au-delà de l'alimentation, finalement. C'est vraiment le fait de vouloir contrôler aussi beaucoup de choses dans sa vie, qu'on a tous une vie à 1000 à l'heure et qu'il faut qu'on soit parfait partout. On doit gérer notre job, gérer la maison, gérer les enfants, gérer les activités, etc. Donc à un moment, ça fait beaucoup en fait. Ouais, ça charge mental. Oui, exactement. Et du coup, c'est ça l'idée de déculpabiliser. Et nous, ce sont des techniques qu'on utilise dans le programme de coaching Weight Watchers. On est basé sur la science et notamment sur la science comportementale. On utilise beaucoup de techniques en rapport avec la science comportementale et la psychologie positive. Et notamment, une technique que je peux citer, c'est le modèle du locus de contrôle. Et en fait, on va demander aux membres, aux personnes qui suivent le programme, d'identifier les choses sur lesquelles elles peuvent avoir un contrôle, les choses sur lesquelles elles ont une certaine influence et les choses sur lesquelles elles n'ont ni contrôle ni influence. Et on va leur dire de se focaliser uniquement sur les choses sur lesquelles elles peuvent avoir le contrôle.
Parce que finalement, déjà, les études ont montré que si on fait ça, on est moins stressé, on est plus heureux et on est plus motivé à agir pour ce qui est bon pour nous, parce qu'on sait qu'il va se passer quelque chose en fait si on agit. Et donc ça peut en effet être en lien avec l'alimentation, comme vous le disiez, les invitations en été. Mais ça peut être, surtout, par exemple, si moi aujourd'hui je voulais qu'il fasse absolument beau et que finalement il se mette à pleuvoir, j'ai pu me stresser pendant des jours, me mettre une pression de malade, mais au final je n'ai pas le contrôle sur la météo, donc voilà, c'est quelque chose que il vaut mieux que j'accepte et que je trouve des solutions pour finalement me dire je vais prendre un parapluie et puis ça sera peut-être plus simple. Pour rejoindre du coup votre question sur quand on est invité, comment on peut faire. Du coup, si vous êtes invité, si on est invité au restaurant ou chez des amis et que potentiellement on s'était dit je vais faire un rééquilibrage alimentaire, je vais faire attention à ce que je veux manger, je vais peut-être manger plus de fibres pour avoir un bon transit, etc. Et qu'au final on vous sert un plat qui n'est absolument rien de tout ça. Au final... et qu'on ne veut pas être impoli et le refuser. Oui, c'est ça. Donc, clairement, il vaut mieux se dire qu'à ce moment-là, on n'a pas le contrôle sur la composition de ce plat. On ne va pas pouvoir le changer. Donc, plutôt essayer de voir ce que l'on peut contrôler et peut-être plus sur l'après, sur le fait qu'on peut se programmer une balade après pour peut-être éliminer. On peut gérer le repas suivant. Peut-être faire quelque chose de plus léger si on voit que mais ça, c'est on a important, bien mangé. Parce qu'il y en a plein il y en a plein. On entend souvent dire qu'après un gros repas, on se lance dans une monodiète et le lendemain, je mange que des pommes. Bon, c'est pas la solution non plus, clairement. Non, du tout. En fait, l'idée, ça va être vraiment d'être dans l'écoute de soi. Normalement, on est censé réadapter. En fait, si un jour, on fait un repas plus copieux qu'habituellement, normalement, notre appétit va se réadapter. Et l'idée, c'est aussi d'écouter sa satiété au moment où on fait ce repas. Donc, c'est au contraire, on parlait de la pleine conscience, ça rejoint complètement la pleine conscience. On parle aussi du mindful eating en anglais, donc le fait de manger en pleine conscience. Ça résonne. Je vous en parlerai peut-être après, vous compléterez si vous voulez. Mais voilà, l'alimentation en pleine conscience, c'est extrêmement important. Et quand on est dans un repas, n'importe quel repas, normalement, on devrait les consommer en pleine conscience tout le temps, en fait. Je sais qu'après, dans la vie, potentiellement, des fois, on mange vite, on n'a pas le temps, etc. Mais en tout cas, de s'exercer, d'expérimenter ça de temps en temps, au quotidien. Ça peut être lors d'un repas, mais ça peut être simplement en mangeant un raisin sec. Ça peut être n'importe quoi. J'ai déjà fait cet exercice, on me l'a fait faire. Ça, c'est un exercice qui est assez fréquent en mindfulness. Le fait de faire le lien avec ses 5 sens, en fait. Et du coup, on a le raisin sec dans la main, de voir comment il est, quelle couleur il a, est-ce qu'il est brillant, est-ce qu'il est lourd aussi, donc aussi au niveau du toucher, de le sentir. On peut le faire crépiter aussi à l'oreille, voir comment il crépite. Et ensuite, on peut le mettre en bouche, voir les textures, voir les goûts, etc. Et ça, c'est un très bon exercice pour justement se reconnecter à ses sensations, se reconnecter à son corps. Et c'est un tout petit exercice, une toute petite pratique formelle qu'on peut faire en 5 minutes. Mais au final... si vous l'intégrez, si vous arrivez petit à petit à l'intégrer dans votre vie, et quand vous serez sur la plage cet été, que vous avez envie d'une glace, et qu'au contraire vous prenez le temps de la consommer, déjà de choisir la bonne glace. Fondre, si on la regarde trop. Faudra pas que ça dure 3 heures en effet, mais c'est important aussi de se faire plaisir, du coup de pas être dans la culpabilité de se dire ok, je devrais pas manger cette glace, etc. Mais de se dire ok, en fait j'ai vraiment envie de cette glace, ça me fait vraiment plaisir, donc je vais prendre le parfum qui me fait vraiment plaisir et je vais pas partir prendre sur le un sorbet citron si je veux le chocolat praliné. C'est un peu moins pire. Alors qu'en plus c'est faux. Donc autant se faire plaisir avec le goût qui vous convient et d'en profiter pleinement et de profiter pleinement de ce moment, parce qu'en fait on va nourrir le ventre, mais on va aussi nourrir l'esprit, et ça c'est super important en fait. Axel, vous voulez peut-être rebondir? Vous avez sourire, j'imagine que vous partagez. Oui, complètement, parce que
effectivement, quand l'été on est invité, on a envie d'avoir un ventre plat, on se met en maillot de bain, on profite. Et puis, pour en revenir en fait à la thématique du ventre et de ce déséquilibre, on se dit oh là là, mais moi je vais pas pouvoir manger ça, j'ai le ventre qui gonfle, puis je vais encore avoir mal au ventre, et puis je peux pas boire de vin. Et puis en fait, on essaye de mettre des restrictions partout. Finalement, on mange plus rien. Donc comme on mange plus rien, on est fatigué, on est contrarié, on n'a plus de participation sociale ni de choses comme ça. Donc c'est important de lâcher prise aussi par rapport à l'alimentation. Donc, et par rapport à son ventre et éventuellement les déséquilibres qu'il peut y avoir à l'intérieur quand on a toute cette symptomatologie. Donc, on peut le faire effectivement par les aliments, on peut le faire aussi. Alors moi, je propose quand on a un gros déséquilibre, de toute façon, de se faire plaisir. Il faut en petite quantité. Donc, plutôt que de manger 5 boules de glace, c'est profiter quand même de la glace, mais peut-être pas aller au-delà de ce que le ventre pourrait supporter. Donc, d'identifier aussi ces aliments-là, mais sans les enlever. Parce que sans gluten, sans lactose, sans ceci, sans cela, est-ce qu'il y a de la crème dans ta tarte, ton gâteau? Oh là là, non, je peux pas, c'est que les sorbets. Bon, là, il faut vraiment lâcher prise. Et d'ailleurs, dans ma consultation, j'ai des patients qui me disent ah bah oui, tiens, c'est vrai, quand j'étais en Italie, j'ai pas eu mal au ventre. Ah bah oui, tiens, voilà. Donc en fait, c'est là où on voit le lien intestin-cerveau et peut-être les pratiques de yoga pendant les vacances, de choses comme ça, qui font qu'il y a un point de démarrage qui peut être l'intestin et le cerveau, finalement, il a dit non, ça redescend pas en bas parce que je suis bien là-haut. Donc en fait, quelque part, c'est ça. Et c'est vraiment... alors après, le point de départ, il peut être inverse aussi. Le stress des examens chez les étudiants, et hop, on a diarrhée intempestive et des choses comme ça. Mais donc c'est important de ne pas se priver, de profiter du moment présent, parce que le cerveau intervient aussi dans cette dimension microbiote. C'est quelque chose qui est important. Donc, avec des aliments, j'ai envie de dire, dans ce cas-là, aussi qui sont plutôt, je vais en parler un peu scientifique, anti-inflammatoires, ou alors consommer de l'aloe vera, consommer du curcuma aux alentours en fait de ces repas-là pour essayer de calmer l'inflammation. Donc c'est l'inflammation qui crée les douleurs et ces choses-là. Éviter bien évidemment de prendre des grandes quantités de sucre, de gras, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas manger de pizza, mais plutôt que prendre la pizza entière, on va en prendre un morceau, puis on va quand même se faire plaisir. Voilà. Ensuite, essayer de consommer le moins transformé possible, les crudités, peut-être des choses plutôt cuites, pour éviter que ça ballonne. Souvent, quand on a un problème de l'intestin, on a le ventre qui ballonne tout de suite derrière. Là, j'ai mangé une pomme, ça y est, je suis comme une baudruche. Et puis, j'ai envie de dormir derrière parce que ça va de pair. Donc, favoriser. Souvent, c'est des buffets aussi, les vacances. Donc, favoriser au sein du buffet ce qui va nous faire le moins mal. Donc, l'agenda alimentaire qu'on peut se faire aussi peut aider. C'est quoi un agenda alimentaire ? Alors, l'agenda alimentaire, c'est de noter, en fait, la relation entre ce que l'on mange et les symptômes. Ah oui, okay. Donc c'est la façon dont je pratique. Donc par exemple, j'ai mangé des crudités et puis 10 minutes après, je me suis mis à gonfler ou j'avais envie de dormir. Voilà, il a fallu que je fasse la sieste. J'ai pas supporté le verre de vin, j'ai eu très mal au ventre, j'ai été obligée de me coucher tôt, j'ai pas profité de la soirée. Donc c'est noter un petit peu tout ça et faire un tri. Qui sera peut-être aussi une nouvelle hygiène de vie à la rentrée. Oui, c'est ça. Parce que effectivement, en s'écoutant, en pratiquant un certain nombre de choses aussi qui nous permettent de revenir sur soi, de s'écouter, parce que femmes aussi, on gère tout, y compris les enfants pendant les vacances et le mari et tout ce qu'il faut faire. Donc, apprendre à s'écouter et puis apprendre à s'approprier sa bonne alimentation, l'été, son ça mode peut être de une vie. période test et après à la rentrée. Exactement. C'est un bon conseil. Sur le lâcher-prise, encore une chose, j'aurais voulu revenir sur le poids et le chiffre de la balance, qui est souvent un sujet. Et c'est vrai qu'il faut aussi lâcher prise sur... Au secours, Eddie Axel. Il faut aussi lâcher prise sur ça. Parfois, on se dit, avant l'été, je veux faire tel poids. Bon, désolé pour l'expression, mais c'est bête, quoi. Donc, pourquoi
pourquoi il ne faut pas se fixer sur la balance. Un poids, c'est plus, ça représente plein de choses. Marianne, vous pouvez peut-être nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que le chiffre qui apparaît sur la balance de manière isolée à un instant T, en fait, en tant que tel, il ne veut rien dire. Ouais. C'est pas une donnée de santé en tant que telle. Enfin, ça dépend tellement de facteurs. Et en plus, quand on pèse aussi une masse hydrique parce qu'on est composé de 60% d'eau. On pèse une masse grasse, une masse musculaire, une masse osseuse, etc. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui vont rentrer en ligne de compte. Donc, déjà, se peser tous les jours, de manière excessive en tout cas, ça ne sert à rien. Ça va être plutôt contre-productif. Ça va mettre beaucoup de pression. Beaucoup de culpabilité du coup on va avoir beaucoup de mal à lâcher prise, on va vouloir être d'autant plus dans l'hyper-contrôle. Donc nous, ce qu'on dit chez WW, c'est idéalement de se peser au moins une fois par mois, histoire d'avoir quelque chose d'assez régulier quand même pour pouvoir avoir une évolution à long terme, mais surtout de ne pas oublier que le poids, il fluctue, il n'est pas censé être linéaire, et donc c'est normal de temps en temps de prendre 200 grammes par-ci, de reperdre 400 grammes par-là, etc. Et de ne pas avoir l'impression que ça doit toujours être sur une ligne droite. Ça, c'est vraiment important. Et d'autre part, il y a même des gens qui ont décidé de jeter leur balance, en fait, parce que justement, de ce fait, ça leur paraissait pas utile et ça les stressait davantage. Et je pense que dans ce cas-là, on peut aussi écouter encore une fois son corps et être plus dans l'écoute et de voir comment on se sent dans sa tête et dans son corps. Et si à un moment vous mettez un pantalon et que vous sentez qu'il est un peu plus lâche ou au contraire qu'il est un peu plus serré, ça parle beaucoup plus que le chiffre sur la balance. C'est vrai qu'on peut avoir tendance à se comparer. Je suis à peu près la même taille que ma copine, mais elle fait ce poids-ci et ce poids-là. Et Tiffaine, on disait que la comparaison, c'est souvent la pire chose, en fait. En général, en fait. Même. Et la comparaison, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les hôpitaux pour troubles alimentaires, de jour, de nuit, sont complètement pleins et ne cessent de se remplir parce qu'on se compare par rapport à sa sœur, à sa meilleure amie. Sur les réseaux. Sur les réseaux. On ne se rend pas compte que c'est photoshopé complètement, ce n'est pas naturel. Et du coup, se comparer, on va essayer de se mettre des objectifs qui ne sont même pas des objectifs, on va se mettre des attentes, parce qu'objectif, on y va, des attentes, c'est vraiment, on fige un résultat en fait, on fige un résultat. Et à chaque fois qu'on se fige un résultat, on va l'avoir idéalisé. Et en fait, c'est un truc qu'on dit vraiment en yoga, c'est une des règles du yoga, ne pas avoir d'attente, ne pas avoir d'attache, même envers les gens, vous connaissez, hein envers les gens, envers les choses, envers nos rêves et tout, parce qu'on sera forcément déçu, parce qu'on va toujours idéaliser les choses. Donc, c'est source de conflits en interne et le fait et ça, c'est vraiment le mot de notre société, la comparaison. Parce que s'il n'y avait pas cette comparaison, les gens feraient des métiers complètement différents, feraient des choses complètement différentes. Ils seraient peut-être tatoués de la tête aux pieds, alors que là, ils essayent de ne pas le faire parce que ça ne rentre pas dans les codes. La comparaison, c'est vraiment la source de conflits. Et c'est dommage, après c'est compliqué, c'est compliqué, l'idée du lâcher prise mais on y arrive step by step avec tous ces conseils. Mais ce que vous disiez, pas d'attente, alors au niveau de la silhouette c'est intéressant, mais peut-être même juste sur les vacances d'été en fait. Des fois on a un programme et on se dit je vais voir ça, je vais faire ça. En fait juste lâchons quoi. Et comme disaient les filles, ça pourrait être bien aussi de s'exercer pendant l'été. Pour avoir cette bonne habitude ensuite pendant l'année de pas forcément prévoir toute l'année, on est avec la montre, on a un agenda comme ça et tout. L'été, souffler, on met les enfants au kids club et on culpabilise pas. Mais surtout pas. Et maintenant il y a la libération de la parole, les femmes qui disent oh là là j'en ai marre d'être une mère parfaite, mais grave. C'est pas ça la vie. En fait, il y a personne qui va aller avec toi pendant ta vie, il y a personne qui t'accompagne et qui va finir la vie avec toi. C'est ta vie, t'en as qu'une. En fait. Et en même temps, il y a personne qui nous regarde aussi derrière l'épaule pour nous dire tu fais bien, tu fais mal en fait. Tout le monde a ses problèmes et beaucoup d'autres préoccupations. Et ceux qui critiquent, c'est ceux qui sont les plus malheureux. Donc au final, autant les plaindre qu'autre chose. Franchement, on s'en fout. Sur les chiffres, alors c'est pas tout à fait la balance, mais c'est autre chose. Axel, on en a parlé, c'est super intéressant. La différence entre l'âge chronologique et biologique.
Oui, alors là, on part sur un autre sujet c'est autre chose, que le microbiote. Mais déjà, je voudrais juste rebondir une chose sur effectivement les deux interventions précédentes. Oui, au-delà du poids, j'ai envie de dire, il y a la composition corporelle. Ouais. Et c'est la façon dont on est hydraté. Pour pas être fripé, etc. C'est la façon dont on est musclé. Et ces choses-là, en fait, sont importantes, et il est plus important qu'un poids sur la balance, on parle de chiffres. En fait, de se sentir bien dans son corps, bien dans sa tête, et d'avoir un corps harmonieux. Voilà, finalement, peu importe le poids. Alors après, effectivement, ce qui est intéressant, alors là, on repart sur le métabolisme et la nutrition et le rôle du microbiote, puisqu'il intervient également là-dedans quand il est en bonne santé. Il contribue à garder un poids stable aussi. Il y a des bactéries en particulier qui sont en charge de ça, qui sont Akkermansia. On verra dans quelques mois, il y a quelque chose qui va sortir. Mais sur l'âge physiologique et l'âge chronologique, l'âge physiologique, en fait, c'est l'âge de son métabolisme. Voilà. Donc, cet âge-là, c'est extrêmement intéressant parce que moi, je pratique un test, en fait, qui est un ça test. Se calcule, on peut le calculer, ça, d'accord. On peut le calculer. Alors, il y a des balances Tanita, etc. Je parlais de composition corporelle qui vous calculent des choses fictives, mais le mieux, c'est d'aller voir dans ses gènes, d'aller voir le fonctionnement de son corps, comment je digère, mes enzymes digestives et tout ça, et entre guillemets, induire les bons gènes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, le café, c'est pas bien pour moi. Par exemple, j'ai une tasse, mais 5 tasses, c'est pas bien pour moi parce que je détoxifie mal, donc je vais faire de l'inflammation, donc je vais grossir, je vais pas pouvoir maigrir. Sur les hormones, c'est pareil. Donc en fait, on a une liste d'aliments et de modes de vie et de modes de sport qui sont complètement personnalisés, et beaucoup de personnes qui n'arrivent plus à maigrir, en fait, et qui font ces tests-là, en fait, on décode tout. Et on arrive à les faire en fait maigrir, et on perd en âge physiologique. 40 ans d'âge normal, 60 ans d'âge physiologique, on peut réverser la donne. Voilà, tout est réversible. On peut réverser en changement d'alimentation et de mode de vie. Alors, pour finir, on s'approche de la fin de notre table ronde. Toute cette idée de lâcher prise, c'est vrai que quand on est dans le contrôle, ça prend beaucoup d'énergie. Et le but de l'été, c'est aussi de se ressourcer, de se reposer. J'aurais aimé qu'on parle rapidement de la question du repos. Marianne, vous disiez aussi que c'était un point essentiel, le sommeil, chez WW. Donc, est-ce que vous auriez, chacune à votre tour, peut-être des astuces qu'on peut mettre en place pour aussi se reposer pleinement pendant l'été, et qu'on conservera, j'imagine, aussi à la rentrée? Qui veut prendre la parole? Je vais commencer. Alors, déjà, il faut savoir que normalement, on devrait dormir entre 7 et 9 heures par nuit. L'idéal, c'est de se coucher plus tôt et de se lever à heure fixe. Bon, c'est pas toujours évident, surtout en vacances, mais bon, l'idéal, ça serait ça, et c'est là qu'on va réussir à bien récupérer. Et après, pour faire le lien avec l'alimentation, on peut aussi, et aussi avec du coup les ballonnements et le ventre, on peut aussi conseiller de ne pas manger trop copieux, de prendre du temps en tout cas entre l'heure du dîner et l'heure du coucher, et d'éviter de manger trop copieux. Quand on passe après en position allongée, c'est vrai que ça peut créer des reflux gastriques, etc. Donc il vaut mieux éviter. Après, encore une fois, c'est très personnel et ça dépend de chacun. Et après, il faut savoir que les études ont montré que quand on mange très sucré, on a tendance à avoir un sommeil plus agité. Et à l'inverse, quand on ne dort pas assez, on a tendance à avoir plus envie de sucre. Donc voilà, quoi le sommeil est vraiment important aussi pour la nutrition. Alors sur le sommeil, oui, en fait, sommeil, repos, bien évidemment. Sur l'alimentation, je pense que Marianne, vous avez pratiquement tout dit. Moi, ce qui est important, c'est effectivement apporter, je dirais, le soir, on parlait d'aliments, de sucre, etc. Pas manger non plus trop sucré le soir, parce que
par rapport à un sommeil qui n'est pas très, très bon, il y a la sécrétion du cortisol, en fait, qui est l'hormone du stress, quelque part. Et quand on mange très salé avec des pics glycémiques, très sucré, pardon, avec des pics glycémiques qui sont toujours en yo-yo et un pic énorme le soir, ça, c'est pas bon du tout parce que le cortisol se met en route et du coup, on a l'hormone du sommeil qui se sécrète pas. Donc ça, c'est un point important. Après, moi, en approche holistique, sans empiéter sur Tiffaine, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on connaît aujourd'hui. C'est aussi la stimulation par les écrans. Ouais, les écrans. On est en vacances, on pose les écrans et on n'est plus devant son téléphone dans ces choses-là. Moi, j'ai des amis qui avaient fait une chose qui était incroyable, c'est que pour qu'on communique entre nous et notamment les adolescents, c'est qu'on avait mis en fait un petit panier au milieu de la table. Tout le monde avait mis en fait ses téléphones et on allait les reprendre à la fin du repas. Oui, ça va. Donc ça, c'est bien. Et c'est important parce que tous ces écrans stimulent et empêchent en fait l'hormone du sommeil de se sécréter. Et donc du coup, on reste éveillé jusqu'à 2h, 3h, 4h du matin. Voilà. Après, il y a la photobiomodulation, qui est quelque chose qui va arriver, qui n'a rien à voir avec l'alimentation, mais qui est une lumière rouge qui est complètement apaisante et qui en fait induit un bien-être. Donc c'est typiquement cette lumière rouge, ce serait idéal de les avoir dans une salle de yoga. J'en utilise. C'est vrai. À la fin. Voilà. Justement, Tiffaine, très dur le de les yoga pour réveiller. bien dormir, c'est peut-être aussi... Ça peut? Oui, Ouais. yoga, super pour bien dormir. Il y a aussi des respirations spéciales, notamment la respiration de l'abeille. On fait ça 10 fois et ça aide à trouver le sommeil. Et après, il y a des cours très bons pour dormir. Il faut faire attention parce qu'il y en a des très énergisants. J'en ai fait un hier soir, j'étais incapable de m'endormir. J'étais pumped up. Ça revient aux différents types de yoga. Ouais. Différents types de yoga. Il faut favoriser des yogas plutôt où on ne va pas ouvrir le cœur et les hanches, comme on disait. Où on va plutôt aller en introspection, posture de l'enfant, etc. Et il y a un yoga spécial, le yoga du sommeil, qui s'appelle le yoga nidra. Yoga Nidra, où on fait vraiment le... comment on dit le scan, non, le scan, c'est ça, ouais. exactement, le scan de scan tout son corporel. corps, exactement, le scan corporel. Et on va passer, on est sur le sommet du crâne, le front, les yeux. On fait vraiment, t'as le prof ou la personne dans un podcast qui va te faire le scan et tu vas sentir que tu t'affaisses de plus en plus dans le sol. Et là, si tu ne dors pas avec ça, c'est compliqué. Après, moi, je suis une marmotte. Mais vraiment, je sais que ça marche très bien. Ok, c'est intéressant. Sur la fatigue, je vais faire un pont avec notre hors-série. J'en profite, Marie-Claire, respiration. On a un dossier sur la fatigue qui n'est pas une fatalité. Donc, c'est hyper intéressant. En fait, ça dit qu'on se met justement beaucoup la pression pour réussir ses vacances et on n'arrête pas et finalement, on revient encore plus fatigué. Donc, lâchons prise pour vraiment recharger nos batteries. C'est tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui et du coup il y a encore plein d'autres astuces et conseils dans ce hors-série qui est en kiosque depuis fin mai, donc que je vous invite à découvrir. Pour aujourd'hui en tout cas, je vous remercie toutes les trois pour cette table ronde qui a été très intéressante. On retient toutes les bonnes habitudes donc qu'on met en place pendant l'été, tous ces tests qu'on peut faire et qu'on récupère à la rentrée pour être au top de sa forme. Merci beaucoup. Merci. Merci.